C'est un réel plaisir d'être à vos côtés. C'est ce soir pour le grand rendez-vous du soir. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bonsoir donc à tous, bonsoir à toutes. On fait un zoom ce soir sur les réglementations au Bénin en ce qui concerne la protection des tortues marines avec Josia Dossou Bodrenou, directeur de Nature Tropicale, dans la rubrique Nature et Bien-être. Il sera reçu tout à l'heure par Amandine Anyambosso. Prénom africain censé porter, on aura sur ce plateau Boniface Kossi Yanguenon, il est écrivain et il est l'expert de ce soir. Dans le grand rendez-vous de ce soir, on aura beauté au pluriel avec Elonia Dalmeda qui reçoit Florent Eustache Ressou, journaliste culturel, pour parler vaudou et apparat vestimentaire, symboles et traditions. Nous aurons également un dernier plateau sur ce grand rendez-vous, un plateau consacré à la culture. C'est Horizon Culture qui va s'intéresser à Egungun, voilà, à la divinité Egungun, voilà. Nous irons donc à la découverte de cette divinité-là avec Aristide, voilà, je vais y arriver, Bokopin, il est secrétaire général de l'association des dignitaires de Egungun du littoral. Voilà donc ce qui est prévu pour le grand rendez-vous de ce soir. Tout de suite, on installe le premier plateau. Ce plateau de nature et bien-être, comme je le disais tantôt, est consacré à la protection des tortues marines. On va d'abord suivre cet élément réalisé par l'ONG Nature Tropicale, dont on aura le directeur tout à l'heure sur le plateau. On suit, on revient. Ça fait la 10e édition que nous nous retrouvons à ce carrefour un 8 janvier pour fêter les tortues. Pour cela, l'administration forestière ne peut plus être en marge des actions visant la sauvegarde de l'environnement. Que tout le monde sache que les tortues marines sont des animaux intégralement protégés. Parce qu'on a appris que vous mangez trop les tortues. C'est à cause des tortues que tous ceux-là sont sortis. Aujourd'hui, les tortues que vous voyez là, nous on en bénéficie. Si les touristes viennent, ils amènent de l'argent, ils font tout, on en profite. Mais on veut que ces tortues-là restent pour que quand vous allez grandir là, qu'elles peuvent aussi vous procurer de l'argent, vous procurer de jobs, vous procurer tant de choses que vous désirez. Donc nous travaillons pour le futur. Et le futur, c'est vous. La tortue ne fait pas du mal. C'est les trucs qu'il faut sauvegarder. La population a pris à bras le corps l'aspect protéger les tortues marines dans le secteur de Grand Popo. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y avait assez peu de gens, il faut qu'il y aura encore plus de gens et que ça ne sera pas seulement ici, mais tout au long de la côte jusqu'à même au Nigeria, pour que les gens comprennent l'importance de garder les tortues. Qu'on peut même gagner de l'argent si on les garde en vie. Je crois qu'il vaut mieux qu'on fasse une action beaucoup plus fédérative et au besoin faire descendre certaines populations riveraines de Sémin et de Cotonou ici pour vivre l'événement. Ça permettra de conscientiser toute la population béninoise et toute la population cible dans le cadre de la conservation de cette précieuse espèce qu'est la tortue marine. Et on retrouve sur le plateau Josia Dossou Bodrenou. Bonjour, bonsoir, bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça fait un bail, hein? Oui, juste un petit moment. Un petit moment. Oui, et oui. Vous êtes dans ce domaine depuis? Ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années que nous travaillons sur les tortues marines au Bénin.
Oui. Franchement, merci quand même pour la lutte que vous menez et Oui. pour votre disponibilité sur le grand rendez-vous ce soir. Vous êtes reçu par la fine fleur. Et oui, mesdames et messieurs, si vous ne la connaissez pas, c'est Amandine Aniaboso, la fine fleur. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Je tiens à mes tortues marines, donc aujourd'hui, N'est-ce pas? Parce qu'on a compris que toute la semaine, on en a parlé. Ouais. Donc, on a parlé de la journée, on a parlé de l'importance des tortues marines, des menaces qui pèsent sur les tortues marines. Aujourd'hui, on va parler de la réglementation. Monsieur José Adosso Bodrenou, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous déjà quelle est la réglementation en vigueur au Bénin en ce qui concerne les tortues marines. Oui, il faut comprendre que les tortues marines sont des espèces migratrices qui n'appartiennent pas seulement à un pays. C'est des animaux qui sont sans frontières. Voilà. Elles sont migratrices parce que c'est des animaux qui vivent en haute mer, mais pour leur reproduction, elles, les tortues, les femelles doivent aller sur une plage pour pondre. Et comme ça veut dire au niveau des eaux internationales, il y a des limites pour les pays. Ça veut dire que la tortue ne demande pas de passeport avant de traverser ces limites-là. Parce que je ne vous arrête pas, nous avons eu une dame, j'oublie son nom. Madame Djengue. Madame Djengue, qui a dit qu'il y a des tortues baguées ici qui ont été retrouvées aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, en Uruguay, ça veut dire en Amérique du Sud. Oui. On a bagué une tortue au Bénin et on l'a retrouvée en Amérique du Sud. Les gens vont se poser la question, mais comment on a su? C'est assez simple. Depuis une vingtaine d'années, c'est dit, toute tortue retrouvée sur le littoral et reçue par nos éco-gardes, toutes les tortues sont identifiées. Il y a des bagues que nous mettons sur ces tortues et c'est des bagues qui résistent à l'eau de mer, c'est fait spécifiquement pour ça. Et ça suit la tortue tout le temps. Et une tortue lutte qui a été baguée ici à Kwakpa, à Donatin, s'est retrouvée 4 ans après pêchée en Uruguay. Et pêche, ça veut dire plus de 9000 km. Et quand on l'a pêché, on a retrouvé dessus qui a l'adresse de Nature Tropicale. C'est comme ça qu'on nous a contactés. Oui. Voilà. Ça veut dire que c'est des grands migrateurs, c'est des espèces qui traversent les frontières. Et pour cette raison, d'abord, il y a une réglementation au niveau international qui protège les espèces migratrices. Ça veut dire les espèces qui sont sans frontières, qui partent d'un pays à un autre sans demander un passeport. C'est-à-dire en mer, nous avons des tortues marines, nous avons des baleines, nous avons des requins migrateurs et autres qui traversent les cours d'eau. Maintenant, qui traversent la mer. Mais spécifiquement, les tortues, dans leur biologie, sont obligées de venir sur le littoral, venir sur la plage pour pondre. Et vous savez, sur les plages, pour chaque pays, on est propriétaire. D'abord, il y a la zone économique exclusive, c'est-à-dire une certaine distance en mer qui est la propriété du Bénin. Oui. Mais le littoral, on ne discute pas. Le littoral appartient à l'État, mais aussi le littoral appartient aux populations qui sont là. Et voilà, ces tortues, devant traverser tous ces habitats, s'il n'y a pas de réglementation, il y aura problème. Voilà. Là, il y a la convention sur les espèces migratrices. On appelle ça CMS. Cette convention a été ratifiée par le Bénin. Ça veut dire, selon notre constitution, quand une convention est ratifiée par notre assemblée, ça s'impose au pays. Et cette convention permet seulement de donner des directives sur ces différentes espèces, leur état dans chaque pays et quelles sont les mesures à prendre pour les protéger. Il y a la Convention sur les espèces migratrices. Il y a la Convention sur la diversité biologique. Voilà. C'est-à-dire tout le monde en parle. Et dans cette convention, il y a les objectifs de cette convention sont divisés en 3. Il y a d'abord la conservation de la biodiversité. Et dans la biodiversité, la tortue s'y retrouve. Il y a l'utilisation durable de la biodiversité. Ça veut dire valoriser la tortue par l'écotourisme, par exemple, ou bien même dans d'autres pays où on consomme les œufs. Ça veut dire qu'on a conservé, et il y en a maintenant beaucoup. Si on laisse, ça va pourrir, et là, c'est autorisé. Ça veut dire que c'est l'utilisation rationnelle et durable de la ressource. Maintenant, il y a le troisième objectif, il y a le partage juste et équitable des bénéfices. Tout le monde ne peut pas exploiter la biodiversité au même moment. Voilà. Il y a certains qui l'utilisent et d'autres attendent. Et il faut partager le bénéfice. Voilà les 3 objectifs qui se trouvent dans la Convention sur la diversité biologique, qui prend en compte aussi les tortues marines. Maintenant, nous avons la Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées. On appelle ça la CITES. C'est cette convention qui réglemente surtout le commerce.
le commerce de toute espèce menacée. Et chaque pays a une liste rouge qui donne l'état des espèces et qui dit ces espèces doivent se retrouver en annexe 1, ça veut dire on ne doit pas toucher. Ou ces espèces peuvent se retrouver en annexe 2, où on peut toucher, mais sous autorisation, ou bien ces espèces peuvent être considérées comme des gibiers. Voilà ce que réclame la Convention sur le commerce. Maintenant, si on revient au niveau local, nous avons des réglementations. Nous avons la loi portant régime des faunes au Bénin. Cette loi-là, c'est une loi qui prend en compte l'éléphant dans le parc, mais qui prend en compte aussi la tortue, bien que la tortue ne soit pas dans un espace protégé. Nous avons aussi différentes réglementations, des arrêtés et autres, qui contribuent à la préservation. Malheureusement, c'est que... je voulais demander à quoi on assiste réellement sur le terrain. La réglementation existe. Je crois, je peux rappeler encore aux auditeurs, nous l'avons dit plusieurs fois, aux téléspectateurs plutôt, c'est que nous avons aussi un mémorandum d'accord qui est spécifique aux tortues marines. On appelle ça mémorandum d'Abidjan ou mémorandum d'accord sur les mesures de conservation des tortues marines de l'Atlantique en Afrique. Parce que l'Atlantique n'est pas seulement pour l'Afrique. Il y a l'Atlantique pour les Caraïbes, il y a l'Atlantique pour les États-Unis et pour l'Amérique du Sud. De l'autre côté, les tortues sont bien protégées, alors que c'est des espèces qui viennent ici et qui partent là-bas, qui viennent ici et sont massacrées. C'est grave. Et de l'autre côté, ces espèces contribuent au développement local. Mais est-ce qu'il y a des sanctions? Voilà, c'est dit au niveau local, ce qui se passe, comme là tu as dit peut-être dans les autres émissions, il y a beaucoup de menaces sur ces tortues. Mais au Bénin, est-ce que les tortues marines sont vraiment menacées? La première menace, c'est l'homme. Au Bénin? Au Bénin. La première menace, c'est l'homme. Vos téléspectateurs sont conscients de ça. Surtout les gens qui vivent sur le littoral. Nous avons eu beaucoup de cas où des populations, vous voyez, la tortue vient sur la plage pour pondre les œufs. Les premières personnes qui passent tôt le matin, retrouvent les œufs, ramassent les œufs pour aller faire des omelettes. Qui a menacé? Ah oui, parce qu'il paraît que les œufs contiennent de la protéine. Voilà. Mais nous disons toujours, ce n'est pas quand la ressource va terminer que nous deviendrons riches. Nous devons imiter ce que les autres... Les autres aussi en ont consommé. Mais à partir de certain moment, ils ont constaté qu'il y a des menaces. C'est pour ça que des conventions ont été rédigées pour orienter un peu comment maintenant, gérer ces ressources. Quelqu'un qui retrouve les œufs des tortues marines et qui les ramasse, quelle est la sanction prévue pour mais la sanction, c'est que il est dit dans cette loi... Quand on ramasse même les œufs, on est sanctionné. C'est dit que ce soit la tortue que vous trouvez, que ce soit les œufs, que ce soit les bébés. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, il y a des œufs que vous ne retrouvez pas parce que la tortue prend des dispositions pour enterrer ses œufs et seulement la nuit. Elle ne vient pas le jour. C'est fait comme ça. Ce n'est pas les Béninois qui ont fait. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. Elle vient pondre ses œufs. Quelquefois, on ne retrouve, même si vous recherchez comme ceux qui vont faire du maraudage, vous revenez, il n'y a pas de fruits. Vous ne trouvez pas les œufs. Mais au bout de 45 jours ou 60 jours, en fonction des espèces, les bébés sortent. Et vous constatez, c'est ceux qui vont faire le footing, ceux qui vont faire le sport sur la plage, c'est eux qui retrouvent des petits bébés sur la plage en train de se balader. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent, ils ramènent à la maison. Mais quelques jours après, la tortue va mourir parce que c'est des espèces migratrices. Ont besoin de rester en mer pour se développer. Ça, c'est encore une grave menace. C'est toujours l'homme. Aujourd'hui, on voit le problème de l'érosion. Vous savez, si la plage est totalement occupée, les tortues vont pondre où? Les tortues pondent dans le sable. Dans des régions où les vagues viennent toucher les maisons, les tortues n'ont plus leur place. Mais voilà que la tortue doit pondre. Mais elle va pondre où? Elle ne pond pas en mer, elle pond sur le littoral. Et là, s'il n'y a plus de littoral, ça veut dire qu'il y a problème. Et c'est là qu'il faut interpeller les acteurs pour qu'on réserve de l'espace pour les tortues. Il y a des réglementations claires. Je regrette un peu en disant que mon pays est un champion dans la signature des conventions. Chaque fois qu'il y a de ces réglementations, on est toujours les premiers. Peut-être du fait qu'on porte la bonne lettre B. Mais dans l'application, d'autres problèmes se posent. C'est problème. Moi, je dis, l'application, c'est d'abord la démission des gouvernants. C'est la démission des gouvernants parce que nous sommes dans un pays où tout le monde sait que le Béninois a peur du gendarme. Il a peur du policier. Donc, il faut mettre à contribution les forces de l'ordre. Non, ce n'est pas ça. C'est dit que, sachant bien que chacun a peur de celui qui le contrôle,
il suffit simplement de mettre les mesures qu'il faut et les gens vont comprendre. Attends, donc la répression s'impose maintenant? Non. On a dépassé l'étape de la sensibilisation. La sensibilisation, c'est fini. Quelqu'un m'a posé la question, ah, vous avez sensibilisé les gens et autres. Nous allons demander à vos téléspectateurs. Il y a 10 ans, vous allez derrière l'aéroport à côté, vous voyez des gens présenter de grosses tortues sur la route des pêches pour la vente. Mais pourquoi ça ne se passe plus aujourd'hui? Parce que c'est interdit. Non, les gens savaient que c'est interdit. Oui. Mais c'est parce que la répression a commencé. Avant, les gens se mettaient au bord de la route parce que le touriste qui passe, c'est encore un danger. Le touriste qui passe, qui doit distribuer l'argent, il y a eu des cas où les gens ont présenté tortue, le touriste a payé parce qu'il est sensible. Il a dit de libérer. Ils ont amené au bord de l'eau. Ils sont repartis chercher la tortue pour remettre, pour montrer. Non, ailleurs, les gens ont fait mieux. C'est dit, il y a des espaces qu'on peut réserver où quelques échantillons de tortues peuvent être là. Ça, c'est un musée ou un centre écologique où les gens peuvent venir voir, faire du tourisme. Mais on ne peut pas prendre une tortue libérée parce que le touriste a payé. Vous libérez, vous reprenez la tortue, vous revenez au bord de la route. En ce moment-là... Pour la vendre à un autre touriste. Pour la vendre à un autre. En ce moment, il n'y avait pas de répression. Mais maintenant, l'État s'est engagé pour faire appliquer les réglementations. Et surtout, la loi portant régime de la faune. Et cette loi présente toutes les directives. C'est dit que si c'est carapace qu'on a trouvé chez toi là, il y a la sanction destinée pour ça. Oui. Si c'est les œufs, il y a la sanction pour ça. Si c'est la tortue même que tu viens pêcher. Vous voyez, quelquefois, nous devons nous poser la question. Un pêcheur qui va en mer, qui tire son filet, il n'a trouvé que la tortue. On a dit la tortue est protégée. Tu dois libérer la tortue et t'occuper de ton poisson. Mais est-ce que... alors? Vraiment, mais est-ce que la tortue, comme elle est protégée dans la mer, est-ce qu'il ne faudrait pas élargir sa protection jusqu'au niveau des côtes? Non, je dis la tortue est protégée partout. Partout? Oui, la tortue est protégée. C'est une espèce migratrice protégée par les textes de loi au niveau local et au niveau international. Maintenant, c'est de prendre les mesures si ça crée des problèmes. Les gens présentent, par exemple, ça a déchiré nos filets. Si ça a déchiré nos filets, ce n'est pas nature tropicale qui va c'est l'État qui doit trouver des mesures pour voir comment une raison de plus pour laisser la tortue dans la mer. Ça veut dire que les gens n'auront plus de raison à dire parce que la tortue a déchiré mon filet. Non, les Béninois sont vraiment calculateurs. Nous avons rencontré beaucoup de cas où les tortues sont venues sur la plage et on dit ça a déchiré mon filet. Ton filet se retrouve sur la plage. Si le filet est déchiré réellement, peut-être on peut voir comment régler. Mais les gens trouvent des astuces pour tuer. Et ils vont même jusqu'à... C'est vraiment malheureux que les gens aillent massacrer même la tortue parce que ça s'est emprisonné dans leur filet et abandonnent. Et la tortue échoue. Nous avons eu des cas comme ça. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui que le gouvernement voit les possibilités d'accompagner la mise en place des centres d'éducation environnementale. Voilà. Mais aussi de créer des opportunités pour les populations côtières à partir des tortues. Et nous avons eu l'occasion de voir ces expériences-là ailleurs, au Brésil. Avant, les gens consommaient des tortues. Mais dans certaines plages aujourd'hui, sur certaines plages aujourd'hui, les gens ne consomment plus ces tortues et ça participe au développement de l'écotourisme. Merci beaucoup à vous, monsieur Josiah Dossou-Baudremont. Oui, le temps, franchement, on se demande même si on a réellement fait 15 minutes, c'est parce que le sujet est intéressant. Merci déjà à vous pour le passage ici. On a compris, ce que moi je retiens, c'est que l'éducation environnementale s'impose, est nécessaire, parce que quelque part, tout le monde n'est pas informé. Voilà. Tout le monde n'est pas informé. Merci beaucoup, Amandine, la fine fleur. On se retrouve déjà, n'est-ce pas? Bon week-end. Excellent week-end. Bon week-end à vous également. Merci beaucoup. On va installer un tout deuxième plateau, le tout deuxième de ce soir. Et oui, c'est l'espère. Et voilà, retour en plateau pour recevoir Boniface Corsi Yanguenon. Il est écrivain. Merci d'être là, monsieur Yanguenon. Bonsoir. Tout le plaisir est pour moi. Je suis encore avec vous, ça me fait plaisir. N'est-ce pas? Le plaisir, il est partagé. On parle avec vous des prénoms africains, sens et portée. Voilà. Merci. Vous avez d'ailleurs un dictionnaire réalisé sur les prénoms africains qui recense, je dirais, environ 500 prénoms africains, n'est-ce pas? Oui, même au-delà. Mais on se demande bien pourquoi une telle initiative. Oui, bon, comme j'ai eu à le dire sur certains plateaux déjà, c'est qu'il faut que nous nous approprions notre culture. Et puis également, c'est que les noms que nous donnons à nos enfants ou bien que nos parents nous donnent ont toujours un sens.
Donc il faut aller dans ce sens-là, il faut comprendre ce que veulent dire l'explication, mais le contenu de ces noms pour pouvoir le diffuser et puis que ces noms-là puissent porter, puissent aller plus loin, au-delà de Bénin même. Parce que moi, quand j'avais commencé ce travail-là, j'avais même écrit un blog à l'époque, ça fait près de 10 ans ou 7 ans que j'avais fait cela. Et puis les gens vont sur Internet, ils regardent, disent, ah mais tiens, je vais avoir, est-ce que vous pouvez me donner trouver un nom pour mon enfant des États-Unis, par exemple, m'appelle, hein, ou bien ils mettent un mot, Italie, je suis en Italie, j'aimerais avoir un prénom pour ma petite fille, ou bien mon enfant attend ma fille attend un enfant. Alors donc, moi, ça m'a dit, ben, écoute, dans ce cas-là, il faut quand même faire quelque chose. Si je pouvais sortir un ouvrage, si l'ouvrage est diffusé, voilà, ce sera une opportunité pour toutes ces personnes-là d'aller directement à la source pour quérir l'information désirée. N'est-ce pas? Ah ben, en quoi les prénoms africains ont un rapport avec notre culture? En quoi? Parce qu'on sait qu'il y a quelques années, on n'aime même pas qu'on nous appelle Corvi ou bien Corsi comme vous, mais aujourd'hui on est fiers. Oui, non, le problème ne se pose pas, c'est une affaire de personnes ou bien de personnalités ou d'individus. Donc il y en a qui sont toujours d'accord qu'on les appelle Kokou comme là ou bien Adja, Adjabi, Adjazi. Là, il y en a qui refusent de se faire appeler comme ça parce qu'ils ont peut-être un complexe parce qu'ils pensent toujours que c'est le blanc, c'est le nom du blanc qui est le plus... Jean-Mathieu, Igor, voilà, qui porte, quoi. Ceux-là qui veulent le porter, ben, il faut leur laisser l'occasion de porter aussi leur prénom. Mais c'est qu'il faut travailler à la culture, je dirais plutôt la culturation, si vous me permettez l'expression, pas l'acculturation, hein, parce qu'il y a les deux. Culturation, oui. Culturation, c'est peut-être un nouveau mot. Donc, faire travailler à la culturation pour que nos noms, on puisse les donner à nos enfants et leur expliquer ce que cela veut dire. Mais sur quelle base, quelles sont ces informations-là que nos parents recueillent pour pouvoir donner un prénom à un enfant? Oui, mais les bases, elles sont nombreuses, c'est les circonstances. C'est ce que moi j'ai appelé les noms anthroponymes et événementiels. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui, disons, la femme est enceinte et puis ils vont en voyage, par exemple, et qui, bon, malheureusement ou heureusement, elle accouche en chemin. Hein, pendant le voyage. Là, on va l'appeler Ali Ronou, par exemple. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est vrai. Ali Ronou, oui. Donc, ceux qui se nomment Ali Ronou sont nés au bord de la voie? Non, on ne dira pas comme ça. Ce sont des événements qui sont arrivés pendant un voyage, par exemple, pendant un transport, pendant un voyage, donc pendant qu'on n'est pas à la maison. Donc, c'est au bord du chemin que ça s'est arrivé. Par exemple, il y a les Bénou aussi, hein, donc c'est des enfants qui sont nés en voyage, ça c'est autre chose, qui sont dans une étape donnée. Mais Ali Ronou, ça s'est passé pendant le trajet. Le Bénou, c'est déjà ailleurs, ça ne s'est pas passé à la maison. Voilà, à l'étranger, ouais. Bon. Donc voilà, donc, si les accouchements arrivent en cette période-là, les parents disent, mais tiens, voilà, on trouve l'occasion et l'événement qui concrétise cette naissance-là. Puis on trouve un prénom qui va dans ce sens aussi. Le Zanou, par exemple, bon, Zanou, on peut dire que Zan, c'est la nuit. Oui. Donc un enfant qui est né, par exemple, la nuit, bon, justement, on va l'appeler Zanou. Et Yolon Fou, par exemple, vous ne savez peut-être pas. Yolon Fou, généralement, quand on parle de Yolon, vous savez ce que ça veut dire, Yolon enfant? L'oncle du côté maternel. C'est ça, hein? Sinon, c'est à ta vie ou à ta grand du côté paternel. Maintenant, l'enfant qui est né du côté maternel, c'est-à-dire chez l'oncle de la maman, s'appelle Nyonofou. D'accord, mais là, est-ce que ils n'ont pas raison, ceux-là, de ne pas mettre au devant leur prénom bon, oui, mais parce que quand on entend Nyonofou ou bien Zamenou, on sait tout de toi, en fait. C'est ça, malheureusement. Oui, mais c'est pas malheureux. C'est ça dépend du côté où on se situe. On connaît déjà ton histoire. Oui, mais c'est normal. C'est fait. Oui, c'est vrai, c'est fait pour ça. Pour pouvoir dire, tiens, un événement s'est produit en ce moment-là. Il y a une datation.
Hein, on dit, mais tiens, il s'est passé un événement à cette période-là où tu étais né, où tu es venu au monde. Donc, cet enfant-là, qui me tient, Ali Khonou, bon, il y a un docteur célèbre qui s'appelle Ali Khonou. Il ne va pas s'offusquer qu'on explique son nom à la télé. Hein, donc, monsieur docteur Ali Khonou, si vous m'écoutez, bon, c'est Kossi Nyagano qui vous parle. Mais c'est quand même bien que lui, si même il ne le savait pas, qu'il puisse dire, ce n'est pas lui qui s'est donné ce nom-là. C'est son arrière-parent qui portait déjà ce nom. Chez lui, c'est son nom de famille. C'est son nom de famille, voilà. Donc, on peut donner le nom de ce Ali Khonou là à quelqu'un. Si par exemple vous, permettez-moi de le dire, vous êtes très charmante. Si un jour, bon, vous prenez le chemin et que vous êtes bien en chair et que ça arrive parfois, hein, bon, l'occasion fait le... Donc, vous allez faire votre bébé et puis vous l'appelez... En tout cas, moi, je ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas parce que toutes les conditions ne sont jamais réunies quand ce n'est pas à l'hôpital. Ouais, voilà. Bon, avant, les choses se passaient autrement. C'est pour ça que ces prénoms-là existent. Ça, c'est vrai. Ah ouais, c'est pour ça que ces prénoms-là existent. Donc, il y a beaucoup de cas. Hein. Bon, j'ai parlé, par exemple, de la famille, de la vie, de la mort aussi. Donc, ça, c'est les anthroponymes qui sont dans des circonstances données. Donc, celui qui est né dans une famille, bon, on parle d'Akor, par exemple. Est-ce que Akor Djenou, ou bien Akor Betor, ou bien Akoyon, tout ça, c'est quand même ça valorisant aussi quand on te dit Akoyon, bien Akotonyon, Akotenyon. Donc ça veut dire que notre clan a quand même une certaine voilà, une vertu. Mais est-ce que dans le même temps, il n'y a pas des prénoms africains qu'il ne faudrait pas du tout donner à des enfants, quelles que soient les circonstances? Sans doute. Parce que quand on entend Couton, oui. Coup, c'est la mort. Oui. Donc, c'est pour la mort. Oui. Non, Couton, c'est pour la mort. Ça peut être aussi... Alors, je vais jouer un petit jeu. Par exemple, quand on parle de fond, le fond qui fait de la tonation, l'intonation, si on met un accent, on peut dire aussi Couton au lieu de dire Couton. Couton, ça dit que la mort est partie. Ouais, la mort est sortie de ce clan-là. Donc, est-ce que ce n'est pas Couton que les gens veulent dire et comment dire, le fait qu'on utilise de façon couramment, la population devient Couton, par exemple. Donc là, il faut qu'on se renseigne aussi auprès de ceux qui ont donné ce nom-là avant. Donc Couton, bon, si on dit Couton, ça veut dire que là, maintenant, on a expurgé la mort et qu'on est là, en vigoureux pour vivre. Donc il ne faut pas qu'on en ait peur, parce que c'est ça qui fait qu'on se comprend, on parle des noms parce que les circonstances permettent d'avoir ce nom-là. Donc ce n'est pas très, très malfaisant de l'avoir. Mais si le prénom ou votre nom dit déjà tout de vous, est-ce que cela n'a quelque part un reflet sur vous, sur votre vie? Oui, c'est ça, oui, c'est ce que je vous dis toujours. Mais est-ce que ça vous fait peur? C'est ça. Est-ce que ça fait peur aux gens? C'est ce que vous voulez dire. Est-ce que ça fait peur à la personne qui porte ce prénom? Est-ce que ça n'agit pas sur... Non, il n'y a pas une action, ça n'agit pas. Il y a peut-être des contextes où les gens le prendront mal ou bien les gens s'en moqueraient éventuellement. Il y a des cas comme ça où on a des noms qui ont une certaine connotation un peu à la dérision, que les petits camarades en utilisent pour vivre des choses à l'école. Parce que vous avez donné tantôt cet exemple, Benou. Est-ce que cet enfant qui peut-être est prénommé Benou ne serait pas appelé ou tenté de demeurer à l'étranger? Non. D'autant plus que c'est ce que le prénom dit. Ouais. Alors j'ai découvert encore un autre nom, un sens d'un autre prénom qui va peut-être vous surprendre aussi. J'ai une amie qui s'appelle Razoumé. Vous connaissez le nom de Razoumé, par exemple. C'est une famille célèbre au Bénin. Alors, donc, la première idée qui vient quand on dit Razoumé, on dit, elle m'a dit, oh, c'est les singes, c'est la forêt et tout ça. Et c'est ce qu'on lui a dit. Je dis, bon, quand je fais mon analyse, je me dis, Razoumé. Ce n'est plus Razoumé. Razoumé. Alors, Razoumé, ça veut dire quoi? Raz, c'est l'amitié. C'est-à-dire, c'est dans une démarche de création ou bien de lien avec quelqu'un. Donc, Razoumé, c'est-à-dire Zorahame, Racheme, tu vois. Donc, c'est comme si on invite quelqu'un
à venir dans un cercle amical, alors que ce n'est pas cette connotation que cette dame-là avait auparavant. On dit tout simplement Razoumé. Razoumé, bon, on dit, oh, c'est le singe, c'est la forêt singe. C'est pas du tout ça. Donc, ceux qui ne connaissent pas cette science de la linguistique, pour pouvoir aller en profondeur de ces termes-là, vont s'arrêter à la notion de Razoumé. Mais quel est l'impact de ces prénoms africains sur l'être? L'impact, moi je ne parlerai pas d'impact parce que l'impact elle a une connotation péjorative. Non, l'influence, on peut parler d'influence. Il y a toujours des influences positives et des influences négatives. Voilà. Bon, maintenant, ça dépend du prénom qu'on comprendra. Et bon, par exemple, quand on parle des jours de semaine, il paraît qu'il y a des jours qui sont fastes, des jours qui sont néfastes, mais toujours est-il dit que, comme je l'ai rappelé par ailleurs, que si vraiment ce nom-là doit être néfaste pour la personne, eh bien, on est au Bénin, hein, on va consulter le phare, on va consulter le Vodou, pour dire bon, qu'est-ce qu'on va faire pour que ce nom-là ne lui porte pas malheur. Donc, c'est possible également. Oui. D'accord. Ouais. De conjurer le mauvais le sort. Mais franchement, c'est toute une richesse. Et vous avez pu concocter ou intégrer tout ça dans un document. Oui. Mais est-ce que je dirais désormais, pour ces enfants qui vont naître, il faudrait aller voir le jour? Oui. La signification du prénom, le jour, le mois et puis les événements. Les événements, donc là c'est beaucoup plus facile parce que contrairement au calendrier muraux qu'on avait avant, on n'a jamais compris le sens de Basile, on n'a jamais compris le sens de Pierre et autres. Mais là, maintenant, quand vous avez votre enfant qui est né aujourd'hui ou demain dans 3 jours, et que vous regardez dans ce bouquet-là, dans cet ouvrage, vous saurez qu'il est né. Donc c'est un peu comme un calendrier ambulant, ou de poche. De poche, oui. Un calendrier de Béji, oui. Ah, voilà. Mais quand je prends par exemple Noundé-Ouénou. Noundé-Ouénou. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut donner ça à tout le monde? Noundé-Ouénou, d'abord, ça signifie quoi? Noundé-Ouénou, ça dit c'est l'événement de quelque chose, ça dit quelque chose de quelques jours. Ça dit quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Vous avez même défini tout le temps de quelque chose. Voilà, le Noundé. Chaque chose en son temps. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, par exemple, nous connaissons le vous voyez, donc Noundé-Ouénou vient de nos jours. Donc là, cet enfant qui s'appelle Noundé-Ouénou fera toujours tout au moment propice. Normalement. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui sera ponctuel, qui pourra dire, mais tiens, Noundé-Ouénou, il y a toujours quelque chose à faire à un moment donné. C'est-à-dire le temps. C'est ça qu'on est en train de faire d'ailleurs. Vous avez charpenté votre programme. C'est un planning, c'est un planificateur. Ça peut être un planificateur, par exemple. Vous êtes bien désigné pour être une planificatrice. Donc, c'est dans ce sens-là. Nous, il faut chaque chose à son temps. Kakaï ou bien Kakaï? Kakaï, Kakaï. Kakaï. Ouais, Kakaï. Donc ça, c'est le nom des rois. Kakaï, c'est des familles célèbres aussi. Donc, moi, j'ai posé la question à un ami qui me l'a expliqué aussi. Donc, bon, je n'ai pas tout retenu, mais j'ai mis dans le papier. Donc, c'est pour montrer la pérennité des règnes des rois. Donc, ça veut dire que normalement, le roi ne meurt pas. Donc, c'est quelqu'un qui doit être périn. Chez nous, on dit Yalada. Yalada. Mais finalement, on comprend que... Oui. Mais est-ce que c'est d'ailleurs bon de dire prénom indigène? Prénom africain, c'est pas mieux? Non, bon, indigène... Ça n'a pas de sens. Parce que tel qu'on comprend tout ce que vous avez dit, ça a de l'importance. Ça a de l'importance, oui. Bon, pourquoi on parle d'indigène? Indigène, c'est des termes que moi, j'utilise pas souvent parce que ça rappelle le colon, ou la loi indigène, l'indigénat, où on dit c'est ceux qui sont dans la région qui s'appellent indigènes, alors que ceux qui sont de l'autre côté sont des expatriés. Non. Donc, notre prénom africain, et soyons fiers de le porter. Et soyons fiers de le porter. N'est-ce pas? Oui, vous vous appelez par exemple Awa. Par exemple, on avait dit Awa hier. On peut le raccourcir pour Awa, la joie. N'est-ce pas? Et vous, ça peut être comme ça aussi. Merci beaucoup, Monsieur Boniface Kossi-Yangano. Vous êtes écrivain et avec vous, on parlait des prénoms africains, leur sens et leur portée. Vous avez concocté, je dirais, vous avez réalisé un dictionnaire de plus de 365 prénoms africains. Plus de 365 prénoms africains, avec leur sens,
et tout, les événements au cours desquels on peut donner ce prénom-là à l'enfant. Tout à fait. Très intéressant. Merci déjà pour ce travail-là que vous avez réalisé. Mesdames et messieurs, on reste avec vous pour recevoir à présent Adonis Bon. Il est prêt. ActuWeb tout de suite. Et voilà, on est avec Adonis Bon. Adonis, la fin de la semaine, ça se passe bien. Content qu'on soit au vendredi. Content, mais pourquoi? Oui, au moins pendant 2 jours, je ne vais pas vous fisser. Juste pour ça? Oui. Rien que pour ça? Rien que pour ça. Oh, pof, on va se retrouver certainement la semaine prochaine ou la semaine prochaine. Si Dieu le veut. N'est-ce pas? Oui. Alors, comme d'habitude, vous êtes avec nous pour nous apporter d'autres informations, pour de nouvelles informations obtenues sur la toile. Oui. N'est-ce pas? Naturellement. Et déjà, la première information qui me fait rire, l'union libre entre hommes et femmes au Burundi désormais punie. Oui. Ça me réjouit. Vous êtes en concubinage? On ne parle pas de moi d'ailleurs. Le président burundais Pierre Nkurunziza avait déclaré hors loi, l'union libre et le concubinage dans un discours qu'il a prononcé le 1er mai 2017. Il avait donné jusqu'à la fin de l'année à tous les couples vivant en union libre pour se marier officiellement, dans ce que le gouvernement qualifiait de campagne de moralisation de la société. L'objectif, c'est de lutter contre la surpopulation, les grossesses non désirées, surtout chez les élèves, ou encore faire aimer son pays, comme l'avait expliqué le ministre de l'Intérieur. Mais que faire des polygames? Les polygames, on en vient là, je le réserve pour la fin. Le défi était énorme ainsi que les autorités. Ils ont fait un recensement et les chiffres ont été à 166 769 cas d'hommes qui sont en concubinage avec des femmes. Au Burundi. Et dans tous ces cas, environ 2 tiers de ces ménages ont régularisé leur union à la date du 31 décembre dernier. Donc, quelque part, cette la décision a précipité les choses. Franchement. Le gouvernement de Buri... Pour le bonheur surtout des femmes. Le gouvernement de Buri, un des États du pays, se dit satisfait parce que son État seul comporte 100 840 ménages. Oui. Maintenant, vivant en union libre? En union libre. Maintenant, dans cette marge, 66% à la date du 31 décembre sont déjà régularisés. Waouh, ça c'est intéressant. Bon, qu'est-ce que pour une personne qui est attrapée en temps de concubinage ou en union libre, on lui inflige une peine d'allant d'1 à 3 mois de prison. Il y a même des sanctions. Oui. Une amende... Donc on comprend alors la précipitation dans laquelle beaucoup se sont mariés alors. Une amende de 100 000 à 200 000 francs burundais. Et quand il devient récalcitrant, c'est-à-dire qu'après tout ça, il continue encore, il récidive, il sera emprisonné jusqu'à ce qu'il se marie. Donc finalement, il sera en prison et tout sera planifié, et puis on le sort de la prison, il va se marier. Il rentre chez lui. Vous avez parlé des polygames. Oui, le gouvernement les ordonne, mais on peut dire pas les ordonne, les a amenés à choisir la première femme. Donc vous êtes marié avec... Le gouvernement demande qu'il se marie avec la première femme. Et le reste? Elles vont aller se chercher. Alors là, ça, c'est y aller, comme on le dit chez nous, sont heureuses. Elles sont heureuses? Eh oui. Non. La première épouse, elle est bien heureuse. Ah bon. N'est-ce pas? Je plains le cas des autres. Malheureusement. Voilà, mais parlant de ça, est-ce qu'il y a eu des commentaires? Est-ce que les Burundais se sont prononcés? Est-ce que les Burundais vont se prononcer? On n'a pas recueilli ces avis. C'est l'une des informations qu'on nous a apportées. Ce qui est sûr, ça a été je dirais quoi? Une obligation. C'est une obligation qui est faite maintenant. Ils n'ont pas le choix. Voilà. Ah mais franchement. Soit tu le fais, soit tu vas en prison. Quand même, mais tu vas le faire. on se demande pourquoi vous, les hommes, vous n'aimez pas vous marier, vous n'aimez plus vous marier. Je vais juste te donner... Vous préférez le concubinage? Non, je vais juste te donner une phrase simplement pour pouvoir clore ce sujet. La femme devient heureuse le jour où elle se marie et l'homme devient malheureux le jour où il se marie. Donc, vous avez quelle preuve de ça? Donc on peut continuer. Est-ce que vous êtes déjà marié? Je suis heureux d'y aller. D'accord. L'autre information, on parle de Nabila qui fait la promotion du Bitcoin et se fait recadrer systématiquement par le régulateur AMEV. Oui, sur son compte Snapchat, Nabila Benatia a recommandé à ses abonnés d'investir dans le Bitcoin. Elle faisait la promotion d'une boîte de vente de Bitcoins. Vous pouvez y aller les yeux fermés, a-t-elle martelé. C'est la monnaie du futur
qui est grave en train de se développer. Elle précise qu'elle a dû mettre 1 000 €, mais elle en a déjà gagné 800 €. Est-ce qu'elle a vraiment gagné 800 €? Ah, on ne saurait le dire. Or, cette publicité qu'elle a faite n'a pas mentionné les contours et les risques de cet investissement. Voilà ce que je demandais. La jeune femme affirme même qu'il n'y a rien à perdre. C'est de l'argent que vous pouvez toujours récupérer. C'est suite à cela que l'autorité des marchés financiers a, sur son compte Bitcoin, dit Nabila, le Bitcoin, c'est très risqué. On peut tout perdre, on peut perdre toute sa mise. Pas de placement miracle, restez à l'écart. Cette information, qui a été relayée dans beaucoup de quotidiens, même par le journal Libération, qui a voulu partager cette nouvelle à ses abonnés sur Twitter, a fait une petite faute d'orthographe. Lorsqu'ils ont mis les autorités des marchés, ils n'ont pas mis S à marché. Autorité, donc ils ont mis l'autorité des marchés financiers sans S à marché. Met en garde Nabila contre les dangers du Bitcoin. Automatiquement, l'intéressé a remarqué cette faute. Nabila. Les marchés, oui, Nabila, Beratia, les marchés, ça prend un S, le pluriel. Franchement, venant de vous, @libé, je suis choqué. Pas rancunier, le journal a assumé son erreur, saluant Nabila. Avec son tweet, comme l'a révélé Nabila, ce tweet comporte une vilaine faute d'orthographe. Nous voulons bien sûr écrire des marchés financiers. Mais il s'en est fallu ce peu. Ils se sont juste précipités pour réagir par rapport à cette publication de Nabila. On va poursuivre. On va poursuivre tout à l'heure parce qu'il est 19h45. On va permettre aux téléspectateurs de suivre le journal. On poursuit le grand rendez-vous, mesdames et messieurs, avec, sur le plateau, Adonis Bon, n'est-ce pas Adonis? On parlait d'un certain nombre de sujets et surtout cette réaction de Nabila qui, je dirais, tacle le journal Libération. Voilà, on revient sur ça rapidement. Malgré son mea culpa, les internautes ont pris ce sujet à cœur joie en sensant l'actuel. Le premier tweet de BDC, en réponse à Libération, corrigé par Nabila, la fin approche. Joue à lac, j'adore le concept de quelqu'un qui se moquait de la faute de l'orthographe tout en faisant elle-même une faute d'orthographe. Être corrigé par Nabila, vous me choquez, vous ne valez pas mieux. Ça, c'est le titre de Nora. Inspecteur Crouton. Il y a les durs, hein? Ouais. Il est bon, en effet, de la prévenir qu'il ne s'agit pas d'un canard particulièrement bien membré. Sébastien Pilier, ils étaient tellement enthousiastes d'enfin pouvoir moucher quelqu'un qu'ils en ont oublié leur gant de boss. Ou alors un énième coup de stagiaire. Sur ce tweet-là, pour ceux qui ne savent pas l'histoire de stagiaire, souvent dans les journaux ou dans certains quotidiens où il y a des fautes, on attribue souvent ça aux stagiaires. Le Christian... Ce n'est pas le cas tout le temps. Hein? Bon, en tant qu'on le dit, le stagiaire, c'est pour pouvoir dégager la responsabilité des titulaires. On prend le tweet de Christine Dambord en réponse à Libération et à Nabila, mais Libé en garde contre les dangers de faute de l'orthographe. Un smiley de sourire. Mais l'information n'est pas à ce niveau quand même. En fait, ils ont laissé le Bitcoin et puis ils s'attaquent au journal Libération. Ouais, franchement. Le tweet de n'importe quoi, et soudain Nabila reprend Libération sur l'orthographe. Je crois qu'il est temps d'arrêter 2018 et de passer directement en 2019. Merci Je à vous. prends le dernier de Benoît. Il en reste encore? Oui, le dernier sur Libération. Si Libé cherche une nouvelle correctrice, je crois qu'il en tient une bien bonne. N'est-ce pas? Je sais qu'il y a une autre information et une polémique autour de la pub de la marque H&M sur la toile. On peut y revenir parce que ma chef d'édition me dit que ActuWeb de ce soir, c'est terminé. N'est-ce pas? On se retrouve lundi prochain. Certainement avec Karama Tagbataou. Eh oui, tout à fait. J'ai raison de vous dire que je ne vais pas vous fisser pendant... C'est vrai en plus, c'est vrai en plus. Adonis, on se dit excellent week-end et à nos revoir. Bonne année. Mesdames et messieurs, on poursuit le grand rendez-vous pour recevoir à présent le journaliste culturel Florent Eustache-Ressou dans Beauté au pluriel. Tout de suite, suivons ensemble ce reportage réalisé par Gloria Oni avant de recevoir notre journaliste culturel, comme je le disais tantôt, Florent Eustache-Ressou. C'est encore 10 janvier au Bénin.
une date considérée comme la célébration des cultes endogènes. Ouida, le grand carrefour du Vaudou, accueille les festivités avec ferveur. Selon les croyants, le vaudou procure la paix, la santé et la joie, aussi bien au Bénin que dans le monde entier. Dans un monde où la tolérance et l'acceptation des différences sont de plus en plus mises à mal, les valeurs prônées par le vaudou peuvent inspirer bien des peuples. Le vaudou regorge, en effet, de nombreux aspects positifs, capables de nous aider à découvrir la juste orientation à donner à notre développement. Le vaudou est porteur de valeurs morales et de principes éthiques. À cette 25e édition de la célébration des religions endogènes, la particularité est l'initiation de certains adeptes devant la foule. Une foule mêlée des délégations venues du Cameroun et du Ghana pour les cérémonies. Pour eux, de meilleurs accueils seront réservés les années à venir. À tous les touristes du monde entier qui sont venus aujourd'hui célébrer la culture vaudou avec nous. Je voudrais les remercier de leur présence au Bénin et leur dire que dans quelques années, ils seront encore plus heureux et fiers de venir dans ce pays parce que ce pays va s'enrichir d'infrastructures qui vont leur permettre à la fois de faire du safari, de faire du tourisme mémoriel, de profiter des arènes et des musées, mais aussi de profiter d'une station balnéaire que nous allons installer à quelques mètres d'ici. Le vaudou n'est pas synonyme de négativité. Il n'est que le reflet de l'intention des humains. L'un des objectifs majeurs que vise la célébration d'une journée nationale des religions endogènes est de révéler le vaudou au Bénin et au monde. Notre mission sera donc de travailler à dissiper progressivement l'impression de diabolisation, de pratiques sataniques que les détracteurs des cultures et des civilisations africaines ont essayé jusqu'ici de coller au vaudou. Les filles et fils de la cité de Passé se donnent donc rendez-vous pour 2019 afin de mieux célébrer et vénérer le vaudou. Merci donc à vous, Gloria Oni, pour ce reportage. On parle donc du vaudou et apparat vestimentaire, symbole identitaire et tradition avec Florent Eustache Ressou, journaliste culturel. Monsieur Ressou, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Et comme je l'ai dit, je suis très heureux d'être sur ce plateau. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Oui, parce que je suis heureux. Parce que d'abord, je ne sais pas si les téléspectateurs ont du plaisir à venir ici. C'est tellement beau, c'est soft. Et puis, vous dégagez beaucoup de sympathie, beaucoup de joie, beaucoup de... d'énergie surtout. Beaucoup d'énergie. Et puis voilà, et c'est pas donné. N'est-ce pas? Félicitations. Merci déjà à vous pour votre disponibilité ce soir. Alors, hello, la pleine forme? Oui, en forme. On reparle ce vendredi de l'apparat vestimentaire dans le culte, la culture vaudou. Cette partie 2 sera consacrée beaucoup plus finalement aux traditions. Partie 2, parce qu'on avait commencé par en parler toujours avec M. Ressou. On avait abordé la question des couleurs, la question des perles, etc. Là, l'idée, ce serait de savoir, M. Florent Eustache Ressou, quelle est la place aussi que revêtent les objets sacrés dans l'apparat vestimentaire des différents cultes vaudous. Merci beaucoup. Dans le vaudou, il y a des signes et des symboles. Chaque chose à sa place. Par exemple, quand vous prenez les chanteurs, on dit Gangbakun, on dit Gangbakun Tachi. On dit Ganfo pas Diafoche chez les fonds. Chaussure du chef? La chaussure du chef. J'ai chaussé la chaussure du chef et j'ai mis le chapeau du chef. Et ça me rappelle ce rappeur burkinabé qui a d'ailleurs gagné Prière et Fille en écrivant un texte formidable qui s'appelle Le chapeau du chef. Alors, chaque chose a une signification chez les vaudous. Il n'y a pas, rien n'est ex nihilo. Et lorsqu'on veut vous introniser, l'intronisation au-delà du
trône, c'est une paire de chaussures qu'on vous porte et qui est conçue d'une certaine manière, avec des perles, avec et oui, avec le dagbo et son chapeau. Tout, voilà. Et regardez par exemple ce chapeau. Oui. Je vais vous faire une confidence. Un jour où je faisais une émission sur l'ORTB qui s'appelle Culture Matin, il y a un dignitaire qui avait voulu m'offrir une tenue parce qu'il était très content que je faisais. Et il voulait que je porte son chapeau, que il voulait mesurer en réalité le tour de ma tête pour voir s'il pouvait faire cela. Et je vous assure, il m'a remis son chapeau. Et j'ai mis le chapeau, j'ai failli perdre connaissance. D'accord. Quoi? Il y a une puissance? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai mis le chapeau comme ça, et j'ai enlevé, et je lui ai remis ça, il s'est mis à rire, il a dit, oh, il n'y a rien, non. Et après, il a dit que c'était pour voir si je n'allais pas faire ça là. Si. Et donc, le chapeau que d'abord on porte là, n'importe qui ne peut pas mettre ça sur la tête. Pourquoi? Parce que regardez, remarquez par exemple le rouge circulaire. Ça a sa signification. Regardez par exemple toutes les perles qu'il y a sur ça. Est-ce que vous savez par exemple qu'il y a des perles, lorsqu'on les dépose ici, dans une salle, personne ne pourra, ça, ils ont une énergie, personne ne pourra rentrer dans ce studio. Personne. Il y a des objets, si on les place dans ce studio, même à l'heure du journal, celui qui va présenter le journal va venir là et retourner, tout simplement parce que c'est des choses qui portent des énergies, qui portent des vibrations, qui sont en connexion directe avec l'âme et l'esprit des êtres humains. Et c'est des recherches que nos parents ont eu à faire pour pouvoir détecter tout ça là. Et vous savez, par exemple, quand on parle du couvre-chef, chez les Bariba, par exemple, il y a une certaine manière de poser le chapeau chez les Bariba pour ne pas se confiner dans le vaudou, pour ne pas dire que c'est seulement pour le vaudou. Le chapeau, quand le Bariba met son chapeau debout, ça veut dire personne ne peut rien me faire, je défie tout le monde. Et donc, si tu mets ton chapeau debout en pays Bariba, les gens peuvent te tenter pour voir si tu es vraiment fort. Donc, il y a une manière de porter le chapeau en mettant de côté, en tirant debout, en tirant, etc. etc. Donc, le chapeau, ce n'est pas seulement un objet de beauté, mais c'est un objet de communication assez important. Et quand tu deviens chef, on te porte le chapeau. Et tu n'as pas le droit de porter le chapeau n'importe comment. Et le chapeau aussi porte des messages. Parce que quand tu veux être... C'est un langage, finalement. C'est un langage, c'est un code. Et quand tu portes, on dit, ah, voilà tel roi, voilà ce que veut dire telle chose. Est-ce que les femmes aussi ont ces objets-là? Absolument. Les femmes peuvent être reines. Je sais que dans le royaume d'Abomey, il y a eu des femmes qui ont été reines. Par exemple, quand vous prenez Tassi Rangbe a été reine parce que son frère jumeau était roi. Mais après, ils ont tué son fils unique. Elle a fait sa toilette intime avec de l'eau chaude. Et c'est ça qui a amené le phare dans le royaume d'Abomey. C'est une autre histoire. Mais bon, je sais qu'on a quand même une reine dans le Koufo, je crois. Oui, dans le Foufou, il y a une, je ne sais pas si on va l'appeler reine, mais elle se comporte exactement comme une reine qui est sur un trône. Et quand vous la voyez, elle a ses attributs, elle a sa chaussure, elle a sa forme de chaussure de communication et d'esthétique, elle a son chapeau et elle a son appareil vestimentaire, elle a son bâton de commandement. Et tout ça là lui donne véritablement une signification. Et je peux vous dire que lorsque elle va être... débarrassée de tout ça là, ce n'est pas de la même manière qu'elle se comporte, ce n'est pas les mêmes vibrations qu'elle vit, mais c'est carrément autre chose que lorsque vous êtes dans ces choses-là et que vous n'y êtes pas le soir quand vous êtes dans votre lit. D'accord. Alors, on parle des femmes. Par exemple, dans le culte Mamissi, le culte de la beauté est très fort. On voit souvent des femmes claires, on voit souvent des femmes qui sont quand même très maquillées. La présence de parfums, de poudre est assez importante. On se demande pourquoi les mamies sont toujours de teint clair. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? En réalité, Mamie, c'est la divinité de la richesse et donc de la beauté. C'est la clarté, c'est la pureté. Eux, ils ont leur siège, ils ont véritablement des liens avec la mer, avec l'océan, le bleu. Vous allez voir la mer, on a dit que la mer ne garde pas de saleté, ça rejette. Donc, en réalité, il y a des mamies qui sont de teint noir. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont véritablement envie de continuer de croire que la beauté, c'est dans la clarté. C'est pas forcément ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Est-ce que c'est une déviance, finalement, parce qu'on se retrouve... Non, je n'ai pas envie de dire déviance,
Mais je peux vous dire que d'un point de vue mystérieux, la divinité Mami a la capacité, lorsque vous êtes quand vous devenez adepte de la divinité, que vous la pratiquez bien, il peut arriver que rien que les pratiques que vous amenez à changer de teint. Ah oui? Oui. Rien que de pratiques. Donc, il n'y a pas de Non, il n'y a pas forcément. Il y en a des fois. Il y en a Oui. qui veulent être clairs parce qu'ils pensent que quand on est clair, qu'on est joli. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de, par exemple, moi, il m'est arrivé déjà de pratiquer des dames qui, à des moments donnés de leur mystère, c'est des femmes qui ont les yeux bleus. Elles ont les yeux purement bleus, comme si elles ont des lentilles. Elles changent, vous allez voir des moments, elles sont très jolies, très soft, etc., etc. Donc, c'est des mystères qu'on ne maîtrise pas trop. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la divinité Dan, en général, sa couleur, c'est le blanc nickel. Il n'y a pas... C'est une divinité qui aime véritablement la candeur, la blancheur, les bonnes senteurs, la beauté, la richesse. Parce que la richesse ne peut pas être sale, la richesse ne peut pas mal sentir, puisque d'un autre côté, lorsqu'on parle des choses qui sentent, lorsqu'on parle des choses sales, eh bien, c'est attribué à ce qui n'est pas positif. Mais quand vous prenez tous les adeptes de la divinité dans Barahuedo, dans Ilohuedo, de Mami Vaudou, etc., c'est des gens qui surfent sur le beau, le blanc, le nickel, la richesse, les bonnes senteurs. Et quand vous êtes Mami ici, vous êtes obligé d'être propre. Alors, oui, parlons de leurs chaussures, des rois, des reines. Pourquoi cette forme de chaussures? Non, il n'y a pas une forme... je dirais plus large que leurs pieds. Non, il n'y a pas une forme... spécifique de chaussures. Il y en a même qui ne portent pas de chaussures. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez votre plante des pieds en contact direct avec la terre, c'est aussi une connexion spirituelle qui vous donne de l'énergie, parce que la terre, c'est aussi une divinité, c'est la divinité Sakpata, c'est la divinité, c'est la matrice nourricière. Donc il y a des vaudous-ci, pour la plupart d'ailleurs, ne portent pas de chaussures pour être en connexion directe. Maintenant, les chaussures, il n'y a pas, sur chaque roi, chaque divinité, peut-être même que c'est le Fa qui indique la forme de chaussures que vous allez porter, ou carrément vous dit non, vous ne devez pas porter de chaussures, vous devez être en connexion avec la terre matrice, la terre qui vous a vu naître et qui va vous engloutir également. Donc, il y a certaines divinités qui mettent juste des coris au pied ou bien des perles aux pieds, mais qui sont pieds nus. D'accord. Alors, cette année, le musée Isebae à Porto Novo a consacré une exposition sur le thème des arts vestimentaires dans la culture vaudou. Moi, ce que je voulais vous demander, vous en tant que journaliste culturel, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous pensez que ce soit une bonne chose qu'on commence à conserver nos arts vestimentaires vaudou? Absolument, c'est de la création. Parce que vous ne savez pas, on ne sait pas d'où ils sortent ces trucs-là. Parce que vous voyez, c'est original, vous n'allez trouver ça nulle part. On aura sur ce plateau tout à l'heure un initié du Egungun pour nous parler de leur tenue. Voilà comme l'image que nous avons là. Voilà, vous voyez par exemple, si ce n'est pas un pays vaudou, vous n'allez pas voir ça, mais regardez, c'est chatoyant, c'est si beau. C'est très très beau, c'est coloré. C'est coloré, c'est chatoyant. Et ça, c'est de la création, c'est de l'art. Et vous savez, pour vendre le vaudou, c'est même ça. Parce que personne ne peut, on ne peut pas vous dire tout ce qui se passe derrière en pharmacopée. Je vous raconte une petite anecdote par rapport à la pharmacopée. Un monsieur m'a trouvé un produit sur la prostate, un très bon produit qui guérit la prostate. Et j'ai dit comment il a pu trouver. Il a dit que c'est son père qui lui a donné la recette. C'est composé de 9 plantes. Et il a oublié l'une des plantes. Et il a fait des cérémonies, il a demandé à son père son père est mort il y a des années, de lui rappeler la plante. C'est de son sommeil que son père est venu le chercher pour lui montrer la 9e plante. Waouh! C'est l'Afrique. Je voulais vous montrer une photo. Je ne sais pas si à la régie on peut nous la transmettre. J'ai trouvé sur Internet, sur un site de vente en ligne, un costume Egungun vendu à près de 500 € sur Internet. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous? C'est un Français qui vend ça, qui a vendu ça depuis l'Alsace à ce prix-là. Bon, moi, 500 €. 500 €. Je suis... Un costume qui date des années 70-80.
Egoum. Soi-disant, le masque aurait été désacralisé avant de pouvoir être vendu. Est-ce que ce n'est pas une hérésie? Moi, je ne sais pas, c'est comme ça que ça se passe. Notre culture a toujours été manipulée par les autres, parce que nous-mêmes, on s'en fout, parce que nous-mêmes, on fait cela. Sinon, c'est complètement, c'est vraiment une hérésie, c'est absurde. Où est-ce que ça va finir? On ne sait pas, mais les Yovo aussi ont déjà eu à voir des choses, parce qu'ils ont vendu des trucs qui sont revenus à leur lieu d'origine, et donc c'est leur problème. Mais ce que je sais, ce qui est formidable dans ce que vous faites, c'est que le vaudou va être vendu dans le côté créatif, dans le côté culturel, pas le côté culturel. Le côté culturel, c'est le sacré, c'est un volet qu'on ne peut pas déposer, qu'on ne peut pas divulguer, voilà. Mais notre création, d'un point de vue, parce que c'est trois choses, c'est toute une littérature, les panégyries vaudou, la poésie, la littérature vaudou, ça fait un, les chants, la danse, quand vous prenez les frères Sosagedengue, ils vont évoluer partout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent que ce qui se chante. C'est toute une pharmacopée, c'est des plantes que les vaudous ont. Est-ce que vous savez, il y a des plantes, par exemple, que quand quelqu'un meurt, que personne n'a encore crié, on peut réveiller la personne. Et c'est grâce au vaudou, c'est grâce à cette initiation-là. Franchement, c'est dense. C'est dense, le vaudou est dense. C'est l'art, c'est la culture, c'est la littérature, c'est la poésie, c'est la pharmacopée. Et puis finalement, c'est la cosmogonie, c'est l'apparat vestimentaire. Vous n'allez pas voir un vaudou en veste et cravate. C'est pas pour nous. Ce qu'on retiendra en tout cas, c'est que cette tradition vestimentaire est ancrée dans notre culture. On n'y peut rien. Regardez par exemple comment les Sakpatassi s'habillent. Regardez comment ils ont un truc sans... la prochaine fois, je vais me mettre en tenue Sakpata pour venir. Vous êtes Sakpatassi? Non, parce que je n'ai pas besoin d'être Sakpatassi. Pour en mettre? Mais j'adore... j'aime certaines tenues que je mets quand j'ai envie de faire de la tenue. On retiendra aussi que c'est très identitaire, ça permet de distinguer les différents cultes vaudous. Bien sûr, bien sûr, parce que oui, voilà, parce que un Nessoukressi ne peut pas s'habiller comme un Sakpatassi, un Mamissi ne peut pas s'habiller comme un Reviosossi, un Reviosossi ne peut pas s'habiller comme un Atingali, etc. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, M. Estachessou. Merci, c'est un plaisir. Merci à tout moment. On se retrouve mardi prochain pour un autre sujet. Bien sûr. C'est tellement pas vaudou. Non. N'est-ce pas? La semaine est terminée. Cette semaine, vous êtes consacré à en parler. Merci beaucoup déjà pour cette initiative. Alors, mesdames et messieurs, le tout dernier plateau du grand rendez-vous de ce soir, Horizon Culture. On va également parler vaudou. Alors, les divinités du vaudou, on va à la découverte du Egungun, mais d'abord, suivons ensemble ce reportage réalisé par Sylvania sur Egungun dans la famille Salako. Le 10 janvier a une connotation bien particulière ici dans la famille Salako. C'est un jour de communion et de réjouissance entre parents et amis. On parle de la fête endogène, la fête des vaudous. Egungun, ça veut dire que nos parents défunts reviennent toujours vers nous et on est obligé de leur offrir ce que nous avons pour leur dire nous ne vous avons pas oublié, nous sommes toujours en communion avec vous. C'est un contrat générationnel qui lie les revenants et les humains. Elle doit être honorée au moins une fois l'an. Si je me réfère encore à la religion catholique, nous fêtons la résurrection de Jésus chaque année, ce qui veut dire la Pâque. Chez nous, notre Pâque, c'est chaque année avec nos parents défunts qui sont représentés par les Egungun. Donc chaque année, chaque famille donne, sinon à une date à laquelle on célèbre cette fête avec ses parents défunts qui sont Egungun. Cette rencontre tient une grande place pour les membres de la famille. Elle permet à chaque participant de profiter des bénédictions des Egungun qui sont censés l'accompagner tout au long de l'année.
Et on retrouve sur ce plateau, dans la même ambiance, M. Aristide Bokokpe. Il est le secrétaire général de l'association des dignitaires du culte Egungun du littoral. Merci d'être là. Merci, madame la journaliste. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez bien fêté? Bien fêté. D'accord. Alors, lorsqu'on parle du Egungun, c'est quoi concrètement? Le Egungun. Pour nous, les non-initiés. Et le culte Egungun représente le symbole de l'esprit de nos morts. Le symbole de l'esprit de nos morts. Oui. Et ça dit que dans chaque Egungun, il y a l'esprit de mort. Ah oui. Dans chaque Egungun que vous voyez. Comment peut-on expliquer cela? C'est la réincarnation de cet esprit que nous vénérons. Ah bon? Ah oui. Donc après leur mort, les défunts sont vénérés à travers leur esprit dans le Egungun. Oui, après leur mort, il y a quelques cérémonies que nous faisons. Après l'enterrement, on fait des cérémonies, des rituels, donc connus par les initiés. Toutes mes excuses, il y a... Vous ne pouvez pas tout dire ici sur ce plateau, ça se comprend. Oui, voilà, c'est ça que... D'accord. Et que représente le Egungun pour le vaudou? Le Egungun, c'est un vaudou qui est différent des autres vaudous. Ce n'est pas comme vient de le dire, le comprenez tous, ce n'est pas comme Sakpata. Ce n'est pas comme Nesukwesi. C'est une autre divinité. C'est une autre divinité, carrément à part. Carrément à part. Et ce culte a été importé du Nigeria, par les Yoruba du Nigeria. Et ça dit que c'est la divinité des Yoruba. Des Yoruba. D'accord. Maintenant, les Nagos ici au Bénin, bon, pas les rois du Daoud d'ancien temps, oui. Gadja et Gezo, qui sont venus. Et après quelques temps, ils ont commencé par demander à se manifester eux-mêmes. Et le roi les a autorisés à commencer à faire leurs manifestations ici au Bénin. Mais qu'est-ce que cela représente pour notre culture, la culture béninoise? Oh, la culture béninoise est dense, très riche. Mais le culte Egungun, ça se vénère comme je viens de le dire. Oui. Oui. Et que, vous voyez, nous ne pouvons pas comparer les autres divinités à côté du culte Egungun. Notre culture, vous voyez, le culte Egungun se passe sur deux. Vous voyez, il y a le sanctuaire ou bien l'hôtel, le culturel est là. Mais quand on sort pour manifester, peut-être on peut dire que c'est le culturel. Le culturel. Ah oui, on peut dire que ça c'est le culturel. Mais le culte Egungun, c'est uniquement un domaine réservé. Ah oui, c'est un domaine réservé. Mais et pour être alors initié? Oui. Comment faire? Pour être initié, vous pouvez être d'une famille du culte Egungun, soit de père ou de mère. Mais il y a aussi les sympathisants, ceux qui veulent être hommes, bien sûr, veulent dire, ah, je suis béninois, je dois pouvoir être initié pour parler de lui. D'accord. Oui. D'accord. Mais pourquoi, on a eu les images tout à l'heure, on va encore en avoir, pourquoi cet accoutrement-là? Oui, cet accoutrement, vous voyez. Voilà déjà les images que nous voyons. Oui, vous voyez. Quand bien même, vous avez un décès à la maison. Oui. Mais le corps est habillé chichement. Oui, avant d'être enterré. Oui. Maintenant, ceux-là qui veulent revenir, ils ne peuvent pas revenir dans de saletés quand même. Ah oui. Raison pour laquelle eux aussi, ils sont habillés chichement par la famille. Bon, maintenant, ça dépend de votre capacité. Certains ne sont pas égaux, d'autres peuvent le faire comme ils le veulent. Raison pour laquelle ils ne sont pas habillés, ces Egungun qu'on a vus ne sont pas habillés de la même manière. De la même manière. Bon, maintenant, quant aux habillements, ça dépend aussi du fa. On ne se lève pas seulement pour dire je vais m'habiller et habiller tel ou tel. Non. Peut-être après les cérémonies, c'est le fa qui détermine pour dire ah non, mon grand-papa, mon aïe qui est décédé il y a de cela déjà.
15 ans, 20 ans, 23 ans, là, je veux qu'ils reviennent. Pour cela, quel habit on peut prendre? Là, le phare va nous orienter. D'accord, mais comment expliquer le choix des couleurs et leur multiplicité surtout? Bon, le choix des couleurs dépend. Vous qui êtes là, du votre vivant, vous avez le goût à des couleurs. Soit c'est le rose, soit c'est le vert, le rouge, et ainsi de suite. Maintenant, ces couleurs attirent. Ces couleurs attirent et ça communique. Ça communique. Je ne saurais le dire comme je le souhaiterais, mais ça dit ces couleurs, ça a leur définition. Ça a leur définition. Est-ce qu'on peut faire rapidement quelques tests ici? Nous allons, grâce à la réalisation, avoir quelques images du Egungun. Vous allez nous décrire, nous présenter ces couleurs. C'est possible? Non, je ne peux pas le faire. Je peux le faire parce que chaque famille traduit ça de sa manière. D'accord. Chaque famille, ça dit la couleur rouge définit, ce n'est pas unicité, ce n'est pas uniforme dans toutes les maisons. Vous voyez, ce n'est pas uniforme dans toutes les maisons. Mais c'est uniforme pour, comment je vais dire, chaque fois on dit que Akola, c'est l'Akola, leur couleur symbolise, ça dit quoi? Leur couleur, cette couleur-là dit ceci. Voilà. Ouais, ça, c'est intéressant. Et les goûts brillent. Oui, scintille, c'est beau à voir. N'est-ce pas? C'est beau à voir, mais pourquoi on dit que leur tenue ne doit pas toucher les non-initiés? Voilà. Est-ce que c'est d'ailleurs, c'est toujours le cas parce qu'on voit des gougous errés, qu'ils m'en excusent, mais un seul qui circule dans la ville, qui crée peut-être du désordre dans la ville, on se demande si c'est du vrai, si c'est toujours notre divinité, là même qui est là. Vous allez voir. Les revenants qui déambulent ne sont pas comme ça. Généralement. Mais ceux qui déambulent sont des revenants vraiment? Bon, c'est des revenants assimilés au Kaleta. C'est pourquoi Védo t'a parlé. Du revenant assimilé au Kaleta. Non, tout le monde parle plus de problème parce qu'on va dire, voilà, c'est tel monsieur qui veut te parler, c'est tel, vous allez dire. Donc c'est difficile de se pencher au plateau pour parler. Pour parler, on comprend. Vous voyez, bon, maintenant, vous n'allez plus voir ça puisque c'est déjà régulé. C'est-à-dire, nous, on a dit attention, parce que ça ne nous honore pas. Voilà. Parce que chaque fois, on va dire, voilà, le 10 janvier passé, vous avez vu, il n'y a plus de revenants errants. Non, vous n'allez pas plus voir ces revenants errants-là. Parce qu'on a constaté que là, déjà, ils sont nombreux, plusieurs à sortir. Donc, c'est comme ça, ils sortent en groupe. En groupe, mais un à un. Okay. Un à un, en groupe, un à un. Et généralement, les revenants ne sortent pas comme on veut. Non, on a laissé, on va revenir sur ça, on a laissé une question. Pourquoi leur tenue ne touche pas les non-initiés? Voilà. Oui. Je viens de donner un exemple tantôt, tout à l'heure là. J'ai dit, même si vous avez un parent qui est décédé, quand on le ramène de la morgue, exposé, mais on dit, ne le touchez pas. Ça dit, chez vous, le cadavre qui est là. Même on était dit, même aux enfants, de ne pas passer par là, de ne même pas franchir le portail, ou bien la porte, là où le mort a été, le cadavre est installé. Est exposé, oui. Exposé. Oui. Bon, maintenant, ici, il a des revenants. Bon, aujourd'hui, il y a eu un peu de tolérance. De tolérance parce que avant là, nous avions perdu leurs fils les plus intimes à eux, leurs parents ont touché, ainsi de suite. Mais finalement, depuis donc, quand le tissu touche un non-initié, la conséquence, c'est la mort. La conséquence, bon, c'est la mort. Il peut partir à la maison, mais la conséquence, c'est la mort. Ah bon? C'est pourquoi ces revenants ne sortent pas. Ça peut ne pas être science tenante systématiquement. Ça peut ne pas être systématiquement là. Mais quand il va commencer par avoir des malaises et quand ils ne reviennent pas vite voir l'organisateur ou bien les dignitaires ou bien le chef, celui qui a organisé, le jour là, 7 jours après, ce n'est plus récupérable. Ce n'est plus vraiment récupérable. Franchement. Bon, maintenant, il y a des revenants, quand on danse, ils chassent. Il y a des tolérances quand même. D'accord. Oui, il y a des tolérances quand mais même. Ceux qui gardent le bâton et tout sont initiés. Ils sont initiés. Ça, c'est si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas tenir le bâton là. D'accord. Parce que même quand les grands-papas aussi vont sortir, quand on veut, les cérémonies vont tirer à sa fin, à leur fin, vous allez voir même le grand revenant qui sort. Ceux-là, il ne faut pas s'approcher d'eux. C'est pourquoi ceux-là ne chassent même pas, ils marchent lentement. Ils posent les pas, ils excusent lentement, ils font le tour et ils rentrent tout court. Ceux-là ne sont ni agressifs, ils sont venus faire la prière, soit pour la maison et pour tout.
Et si c'est la ville, pour toute la ville. Pour toute la ville. Mais si les tenues ne touchent pas les non-initiés, ça dit que ceux qui confectionnent ces tenues-là sont initiés. Comment ça se fait? Bon, confectionner, je ne saurais le dire. Ce n'est pas confectionner ça. Non, excusez-moi alors, excusez-moi du peu. Maintenant, vous voyez, pour qu'un autre revenant prendre du tissu pour sortir, prendre son vêtement pour sortir là, c'est un autre revenant, que c'est la famille qui collecte l'argent et remet à un revenant qui ira remettre à l'autre de là. Et ceux-là vont s'arranger et nous amènent. Nous, on ne saurait pas, dire pas, ah là on peut faire comme ça, non, on ne peut pas. Donc finalement, le tissu sort d'où alors? De l'autre de là. Bon, voilà, je disais tantôt que le culte de Gougou est une société secrète dont je suis soumis à la loi de silence, donc je suis soumis à la loi de silence. Donc finalement, on ira à une découverte partielle du Gougou. Mais alors, franchement, vous me réduisez alors dans mon élan de tout connaître sur le Gougou. Il faut continuer. Mais pourquoi la cherté du coût alors? Parce qu'il paraît que ça coûte des millions. Ah oui, vous voyez. Hier, c'était autre chose. Aujourd'hui, je veux bien porter de l'or, d'autres veulent porter de diamants. Oui. Vous voyez, par contre, moi, je veux porter de gel simple. Tu vois, ça dépend de ma bourse. On peut habiller un égout. Oui, allez-y. Vous me comprenez? Oui, très bien. On peut habiller un égout jusqu'à combien parlant du coût? Bon, il y a différentes sortes de gougous. Le coût d'un AD qu'on appelle vulgairement technicien diffère d'un égout à bébé. Ça, par exemple? Oui. Bon, ça, par exemple. Oui. Bon, vous voyez, quand on cotise. C'est quand c'est fini qu'un revenant revient pour dire, voilà, le coût est comme ça. Oui, mais nous ici, on ne peut pas vous dire, parce que vous allez donner, je vais donner, l'autre va donner, ainsi de suite. Mais c'est après finition. Le jour où ça doit dire qu'un autre revenant qui va le faire sortir nous dira le coût. Franchement. Alors, mais aujourd'hui, Egungun d'aujourd'hui et Egungun d'hier, est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qui a changé? Non, il y a une différence. Parce que nos parents, du côté sanctuaire, ils ont laissé beaucoup. Mais du côté gardien, ils n'ont pas pu laisser beaucoup de choses. Maintenant, nous, on s'associe maintenant pour pouvoir rentrer dans les recherches et revenir dans l'ancienne pratique. Revenir dans l'ancienne pratique? Oui, c'est mieux. Revenir dans l'ancienne pratique est mieux. En quoi c'est mieux? Bon, vous voyez ce qui se passe. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez un revenant qui déambule. Oui, maintenant, ce qui est proscrit. On voit même sur WhatsApp des revenants qui sautent les clôtures des maisons et vont tomber même dans des puits. Non, c'est ce qui est proscrit parce que quand un revenant saute, la procession est proscrite. Pourquoi on fait une procession? C'est parce qu'il y a un alakba quelque part, un ariondé quelque part, un akbaodé quelque part, et il faut aller se prosterner. Peut-être qu'il est plus supérieur que moi qui vais organiser, ou bien il est au rang de mon feu père, ou bien il me dépasse en grade, donc mes revenants iront se prosterner devant le pour lui dire qu'il y a ces revenants quelque part. Donc les revenants ne se prennent pas n'importe comment. Et surtout, c'est interdit sur des grandes artères, c'est-à-dire peut-être dans les rues, les vents. Mais oui. Les revenants, depuis, ce n'est pas de notre temps, depuis des lustres. Alors, qu'est-ce que vous nous demandez alors de faire si on croise ces revenants qui déambulent sur les grandes artères? Non, ça là, c'est un problème interne. Ça là, on va régler ça. Vous allez régler ça entre nous. D'accord. On a tellement de choses à dire sur ça, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Merci déjà quand même, merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Merci pour avoir accepté nous faire découvrir partiellement, je dirais. Facilement. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée et bon week-end à vous. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour le grand rendez-vous de ce soir. Tout au long de cette semaine, vous qui vivez et qui nous suivez depuis Grand Popo, vous êtes restés à l'honneur sur le grand rendez-vous. Le lundi prochain, nous irons à la découverte d'une autre ville du Bénin. Mais d'abord, on se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous très bien.